Recherche, voici Tristan Péloquin. Bienvenue à Tout le monde en parle. Tristan, vous êtes journaliste à la Presse Plus. Vous avez écrit le livre Faire ses recherches qui dresse un portrait de la sphère conspirationniste. Vous en présentez quelques leaders, entre autres comme Alexis Cossette-Trudel, qui a un doctorat en sciences des religions, Stéphane Blais, qui était comptable, ou encore François Amalega-Bitondo, qui était professeur de mathématiques au Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal. Qu'est-ce qui motive des gens instruits à entretenir des croyances délirantes et voir des complots partout? Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive, mais chose certaine, ils y croient profondément. Ouais. Ces gens-là exposent leur vision du monde et pour eux, c'est la réalité. Puis c'est quelque chose qui est très qui se métamorphose beaucoup. Actuellement, on le voit là, avec la guerre en Ukraine, ils sont en train de changer leur discours. Pour Alexis Cossette-Trudel, qui disait qu'il y avait une fausse pandémie il y a quelques mois, maintenant il est en train de dire que finalement ce qui se passe, cette guerre-là, c'est le dernier effort des médias de masse et des mondialistes pour prendre le contrôle parce que la pandémie, finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il échafaude des thèses comme celle-là, puis à partir de là, ça percole sur les réseaux sociaux et finalement les gens les adoptent puis ils y croient profondément. Plusieurs conspirationnistes font référence au mouvement QAnon. Expliquez-nous brièvement, si ça se peut, ce que c'est. QAnon, c'est un mythe, en fait. Hein, c'est parti de plateformes qui sont plus à l'extrême droite sur Internet, un peu nébuleuses, puis sur lesquelles est apparu une espèce de personnage à un moment donné qui prétendait être un haut gradé de l'armée américaine, Q. Et ce fameux Q laissait des espèces des indices sur ce qui allait se passer, mais pouvait dire des choses comme « OK, Hillary Clinton a été arrêtée », des choses comme ça, ou « va être arrêtée à telle heure, opération machin à telle heure, tel endroit ». 31 mars, telle heure. Exact. Ça n'arrive jamais. C'est ça, mais c'était toujours un peu cryptique. C'est impossible à comprendre. Et l'idée, c'est que Q mettait ça, il appelait ça des crumbs, ou des pièces d'information, et c'était aux gens, finalement, de regarder et d'analyser et de comprendre dans l'actualité ce qui se passait. Et là, finalement, sur les réseaux, ça percolait, les gens faisaient leur propre interprétation de ce que voulait dire Q. C'est devenu très puissant. Là, aux États-Unis, c'était quand même une pensée dominante. On l'a vu avec ce qui s'est passé au Capitole. Ouais. Mais ici aussi, au Québec, moi, en septembre 2020, là, quand j'allais dans les manifs, là, des gens qui avaient des drapeaux de Q, puis de tout ce que vous voulez de Q, il y en avait une pelletée. Puis beaucoup de gens pensaient que c'était ça qui allait arriver. Les arrestations de politiciens, les arrestations de journalistes, beaucoup. Les arrestations citoyennes. C'était beaucoup ça, c'est ça l'idée aussi. Et que dans le fond, il y avait une espèce de retour de balancier qui allait revenir pour rétablir l'ordre. C'était beaucoup lié à Donald Trump aussi. C'est quoi les liens entre les mouvements identitaires d'extrême droite et les mouvements anti-mesures sanitaires? Parce qu'on en a eu une belle démonstration avec les convois de la liberté. Là. À l'origine, quand le mouvement anti... on les appelait les anti-masques au début, parce que c'était ça contre quoi ils se battaient. Ouais. C'était beaucoup des gens qui avaient été dans la meute, Storm Alliance, dans les groupes identitaires qui s'opposaient à l'arrivée de migrants par le chemin Roxham Road. Okay. Ouais. Ces groupes-là, autour de 2017, ont commencé à s'effriter. Il y a eu de la chicane interne, puis ils ont perdu énormément de l'influence qu'ils avaient gagnée. Ils sont comme disparus pendant un certain temps, en tout cas, sont tombés, on pourrait dire, en dormance. Mais quand la pandémie est arrivée, il y a eu comme... ça a catalysé beaucoup de groupes différents vers une seule cause unique. Et ces groupes identitaires-là ont quand même joué un rôle important. Et beaucoup de personnages qui avaient été influents dans ces groupes identitaires-là se sont comme solidarisés et structurés pas mal. Puis c'est eux qui ont joué un rôle pas mal important au début. Pourquoi il y a toujours des dissensions, des chicanes, des schismes au sein des mouvements conspirationnistes? C'est des gros égos. Hein? Les leaders de ça, c'est des gens qui ont une influence importante. Tu sais, des fois, les gens me demandent pourquoi vous en parlez. Quand quelqu'un, du jour au lendemain, se ramasse avec un auditoire de 50, 60, 80 000, 500 000 personnes sur les réseaux sociaux, ils deviennent influents, ils jouent des... Alors, ces gens-là, les uns contre les autres, finalement, se battent un petit peu pour l'attention de tout le monde. Ça fait des chicanes. Ils se battent pour de l'argent aussi, parce qu'ils sont souvent en train de récolter de l'argent. Puis après, ben, tu mets des gens qui croient au complot ensemble, et c'est un peu normal qu'ils finissent par... Tu sais, c'est des gens qui sont assez intransigeants. Donc, ça fait de la chicane interne, puis ils s'estiment... Tu sais, à un moment donné, ils se traitaient tous les uns les autres d'être l'opposition contrôlée. C'était ça, ça c'était? Ben, l'opposition contrôlée, c'est comme il y a le gouvernement, parce que ces gens-là, finalement, sont contre l'État, sont contre toute forme de
contrôle gouvernemental ou des institutions démocratiques, ils ne les aiment pas. Et donc, si un complotiste n'est pas assez complotiste à leur goût, donc il fait partie de l'opposition contrôlée. Il est contrôlé par le gouvernement pour miner. Pour infiltrer. Pour infiltrer, miner, puis détruire un petit peu la campagne qui est en cours. Mais là, vous avez parlé d'argent. Les leaders conspirationnistes demandent régulièrement des dons en argent. Oui. Est-ce que c'est payant, le conspirationnisme? Il arrive quoi avec cet argent-là? Regardez, on l'a vu là, quand même avec ce qui s'est passé à Ottawa, là, avec le convoi de camionneurs. Dans le temps de le dire, ils ont réussi à lever 10 millions de dollars sur les campagnes de sociofinancement. Ils se sont fait bloquer l'argent. Il y a un autre 10 millions qui a été récolté tout aussi rapidement. Ici au Québec, ils se sont... Mais elle sert à quoi cet argent-là quand elle est récoltée? Bien, beaucoup au Québec, il y a une organisation qui a été mieux structurée, qui s'appelle la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, qui, elle, assez rapidement a fait une espèce de... un web-auton sur Internet où il y avait toutes les stars complotistes qui étaient là. Puis ils ont récolté 500 000 $, puis plus tard 1 million de dollars. Et avec ça, ils ont fait des recours judiciaires, dont le plus, entre guillemets, c'est eux qui le qualifient de plus important recours contre un gouvernement au monde. Ce qui n'a jamais été démontré. Ce qui n'a jamais été démontré, surtout ce qui est un recours qui actuellement est dans les limbes, un an plus tard. C'est-à-dire qu'au début, c'était Maître Guy Bertrand, constitutionnaliste très connu, qui pilotait ce dossier-là, qui s'est vite retiré de façon... il était fâché, il a dit que le leader de cette fondation-là mentait à ses fans. Et bon, il est parti, il a quitté, puis ensuite, il y a un autre avocat. Et moi, à un moment donné, j'ai écrit un article comme quoi... celui qui dirigeait cette organisation-là, qui dirige toujours cette organisation-là, et un de ses directeurs avaient tous les deux la COVID et étaient chez eux malades comme des chiens, parce que c'est ce qui m'avait été dit. Pneumonie et tout ça. T'es plus capable de travailler. Et quand j'ai commencé à faire des coups de fil pour voir un petit peu, moi je vérifie mes histoires, c'est ça ma job. Quand j'ai commencé à faire des coups de fil, on m'a dit que finalement l'avocat qui était mêlé au dossier s'était retiré ce jour-là. Et là, ils se retrouvent sans avocat et ils vont se retrouver, à moins qu'il y ait un avocat qui reprenne le dossier, ils vont se retrouver une cause immense, quand même grosse, avec beaucoup d'experts, qui sont des experts français, beaucoup comme Christian Perron et d'autres. Bien, ils vont se retrouver probablement avec des gens comme vous et moi, des citoyens, des non-avocats qui vont peut-être représenter cette organisation-là devant des avocats du gouvernement dans une cause qui est un pourvoi en contrôle judiciaire, qui est extrêmement complexe. Et à peu près impossible à prouver. Vous dites que les conspirationnistes ont souvent des troubles de l'opposition. Ils rejettent la légitimité des gouvernements, des institutions, mais en même temps, ils multiplient les recours judiciaires. C'est le cas de Mario Roy, dont vous parlez dans votre livre. Comment on peut à la fois se méfier de la justice et passer son temps à engorger les salles de cours avec des poursuites ridicules qu'ils ne gagnent jamais, finalement? Mais je ne sais pas, ça fait partie de la pensée complotiste, parce que vous parlez de Mario Roy, mais il n'est pas le seul. Stéphane Blais aussi, le président de la fondation dont je parle, je veux dire, lui s'est fait poursuivre par son ordre professionnel pour des propos qu'il a tenus qui étaient considérés comme irrespectueux de l'ordre. Oui, lui était comptable. C'est ça. Mais c'est pas réglé cette histoire-là, sauf qu'il est quand même allé dire, dans sa défense écrite, devant son ordre professionnel, il est quand même allé dire que lui, Stéphane Blais, l'être humain, n'est pas le même que Stéphane Blais, l'entité juridique, qui est une fiction, et qui est une fiction qui est gouvernée par la loi maritime. Il est allé se défendre devant son ordre de ça. Ça, c'est un argument typique de ce qu'on appelle les citoyens souverains, qui sont des gens qui ne croient pas que les tribunaux fonctionnent pour eux. Ils se sont fabriqués comme une espèce de pensée, comme quoi que finalement, eux autres, les tribunaux, c'est une chose, puis eux, ils sont exempts de ça. Bien, c'est comme celui qui avait revendiqué le premier amendement, qui n'existe pas ici au Canada. Exactement. Le milieu conspirationniste a ses vedettes. À ceux qu'on a nommés depuis tout à l'heure, on peut ajouter Lucie Laurier, Steve l'artiste-Chartrand, c'est Farfadin, entre autres. Charland. Qu'est-ce que j'ai dit, Chartrand? Les juges aussi, c'était tombé. Oui, Steve l'artiste-Charland. Vous les comparez à des supernovas, ces étoiles qui deviennent soudainement plus brillantes. Expliquez-vous. Bien, une supernova, finalement, c'est quand on la voit apparaître, c'est qu'elle est morte déjà. Hein. Ça devient très, très, très brillant dans le ciel. Les premières personnes qui ont décrit ça, là, on parle d'avant Jésus-Christ, appelaient ça une étoile invitée. Ça apparaissait dans le ciel, c'était très, très, très brillant. Moi, puis ça m'est venu à l'idée en suivant un complotiste en particulier qui s'appelle Maxime Ouimet, le policier du peuple pour le peuple,
C'est un ancien policier de Laval qui a voulu à un moment donné là, démissionner dans un geste théâtral en lançant son badge sur le bureau de son lieutenant, tout ça. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, il était apparu de nulle part. Il est devenu extrêmement populaire. Là, il était invité partout. Tous les complotistes voulaient lui parler dans leurs propres émissions sur Internet. Mais quand j'ai commencé à fouiller, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des problèmes. Il y avait déjà des problèmes comme policier. Il était déjà cité pour des causes disciplinaires. Il y avait déjà des problèmes juridiques avec ses entreprises. Donc, à quelque part, quand on commence à voir la lueur, c'est qu'ils ont peut-être déjà commencé à avoir des problèmes avec les institutions, avec les autorités, qui sont peut-être déjà en déclin dans leur univers. Puis, finalement, moi, j'ai comme l'impression que dans certains cas, ces gens-là vont jouer le tout pour le tout et tombent dans la pensée complotiste parce qu'ils s'affrontent aux institutions, ils se confrontent aux institutions, puis tout bloque. Et là, leur seule façon de s'en tirer, c'est de dire n'importe quoi, finalement. Vous parlez du chanteur Bernard Lachance qui s'est illustré en se faisant inviter à l'émission d'Oprah Winfrey en 2019. Lui, il adhérait aux thèses conspirationnistes. Il était séropositif, mais il affirmait que le sida n'existait pas, que la nuit-thérapie est un poison développé par les scientifiques pour contrôler les homosexuels. Il est mort du sida l'an dernier après avoir essayé toutes sortes de traitements alternatifs inefficaces. Les thèses conspirationnistes peuvent être farfelues, mais ils peuvent avoir des conséquences très sérieuses. Ben, lui, c'est incroyable. C'est fou de voir ça parce que il y a comme un lien entre cette histoire-là sur le sida et la COVID. Là. La personne qui a découvert le test PCR, qui a développé le test PCR, on en a tous passé un, le Q-tip dans le nez, tout ça. Ce gars-là, c'est lui qui a découvert comment faire ça, puis ça a permis de découvrir comment retracer le sida très rapidement. Beaucoup de maladies, ça servait à plein de choses. Mais lui-même s'est mis à croire que le sida n'existait pas. Tu sais, c'est un des scientifiques les plus adulés, mais s'est mis à croire que le sida n'existait pas. Puis, c'est très difficile de comprendre comment une personne peut entrer là-dedans, mais quand ils y sont, c'est très, très, très difficile d'en sortir. Il y a très peu de gens, finalement, qui, quand ils tombent dans ce chaîne de pensée-là, arrivent à prendre le pas de recul et dire « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Mais est-ce qu'il y en a qui se font... est-ce qu'il y a des désintox? Plus ou moins. Moi, j'ai parlé à essentiellement, j'ai interviewé 2 personnes qui s'en sont rendues compte que ça n'avait pas de bon sens. Puis là, tu sais, il existe, là, ça existe. Il y a quelques psychiatres. Il n'y a pas beaucoup de services au Québec là, pour aider à des gens qui voudraient s'en sortir. Mais généralement, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que généralement, les gens, quand ils sont dans cet extrême-là, s'ils en sortent, vont aller dans une autre extrême. Tu sais, c'est des gens qui... Ils sont des extrêmes. Ils sont des extrémistes. Puis une des façons, peut-être, ça peut peut-être aider les gens, mais ça donne rien de les confronter. On ne gagne jamais, là, c'est pas possible. Mais leur changer les idées et les amener ailleurs, leur faire penser à autre chose, c'est possible. Là, maintenant, en plus, ils peuvent aller au restaurant. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est un peu réglé pour eux parce que ces gens-là étaient isolés depuis quelques mois. Là, on peut les amener ailleurs et essayer de leur faire changer les idées. Là. Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a participé à des manifestations contre les mesures sanitaires. S'est affiché avec des leaders complotistes. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime aussi. Est-ce qu'ils sont le relais des conspirationnistes ou ils font simplement profiter de cette manne d'insatisfaits pour faire grimper leur sondage? Un peu des deux. Maxime Bernier, je pense qu'il est allé beaucoup plus loin qu'Éric Duhaime en se rapprochant d'eux. Maxime Bernier a donné des entrevues à ces gens-là. Ils ont tous leur plateforme. Hein? Et il y a eu comme un mix, et on l'a vu beaucoup être présent, et beaucoup de ces candidats étaient des gens qui étaient issus de ces milieux-là. On voit qu'il y a un véritable effort de la part d'Éric Duhaime de prendre ses distances. Il est souvent, j'ai souvent vu des vidéos de lui où des gens lui posent des questions qui sont clairement complotistes et il s'en dissocie. En même temps, il a aussi accordé, ou il a fait des entrevues avec le policier du peuple, notamment. Ouais. Mais on sent qu'il est plus prudent. Moi, une des questions que je me demande, c'est, bon, on a vu aux élections fédérales, le parti de M. Bernier a fait 5%, c'est pas énorme. Oui, c'est le parti du peuple, mais il n'est pas très populaire. Oui, c'est ça, mais il dit qu'il est quand même l'opposition officielle. Là. Ouais. Mais est-ce que les leaders de ce mouvement-là vont donner leur appui à un Éric Duhaime ou à un Maxime Bernier? Parce qu'ils ne croient pas aux institutions. Ils ne croient pas aux institutions, puis en même temps, je veux dire, ils veulent garder quand même pour eux l'espèce d'influence qu'ils ont, puis ils sont anti-institutions. Donc, c'est dur de voir. Là. Je pense qu'on va pouvoir le voir un petit peu plus, mais ces gens-là, beaucoup de ces gens-là, de ces leaders, se sont eux-mêmes présentés souvent comme indépendants, souvent pour des partis un peu marginaux.
Mais ils ont une velléité d'occuper une place au pouvoir. Ils veulent se faire élire, ces gens-là. Mais est-ce que ça peut arriver? Parce qu'on le voit aux États-Unis, 15% de la population là, pense que le pays est dirigé par une cabale pédophile dont Hillary Clinton et Barack Obama sont les chefs. Moi, on m'a demandé pourquoi tu n'y as pas parlé de ça, de la cabale pédosataniste à Hillary Clinton. J'ai répondu, j'y allais, mais on n'avait plus de temps. Mais 15% de la population, c'est gigantesque. C'est immense. Écoute, moi, il n'y a pas plus tard qu'hier, il y en a un sur Facebook qui m'a traité de journaliste pédosataniste, pédophile sataniste. Puis, il a fallu que je le dénonce sur Facebook, mais c'est un peu mal fait. Là, tu vas sur Facebook, tu dénonces, il n'y a pas une case là, pédophile satanique. Là, il n'y avait pas ça. Donc, le post est resté là toute la journée. Qu'est-ce que tu fais contre ça? C'est une des questions qu'on va devoir se poser socialement. Il y a 15, 20, 25 ans, est-ce qu'il y avait autant de conspirationnistes ou c'est les réseaux sociaux qui ont exacerbé ou la COVID qui a... Puis est-ce que, selon toi, ça va continuer en augmentant ou après la COVID, ça risque de redescendre un peu? Ça a toujours existé, le conspirationnisme. Il y avait des magazines pour ça. Je veux dire, JFK, c'est peut-être l'événement mondial, l'événement historique qui a généré le plus de théories loufoques. Maintenant, les réseaux sociaux leur permettent de s'organiser d'une façon incroyable et en plus, l'arrivée des vidéos live sur Facebook. Okay? Ces gens-là, c'est leur seule façon de communiquer. Ils écrivent très peu. Les gens qui les suivent lisent très peu aussi. Donc, les leaders vont faire des vidéos live de typiquement 45 minutes. Interminable. C'est interminable. Ouais. Il n'y a aucun support visuel, il n'y a rien, il n'y a pas plusieurs caméras. C'est une personne qui parle à un Kodak. Et ce qui est fou derrière ça, c'est que moi, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures à en suivre et les gens commentent en direct. C'est ça qui est la puissance de leur patente. C'est que tu as le leader qui parle, puis là, tout le monde commente. Puis là, tu vois apparaître là-dedans, dans le fil de discussion en direct, de nouveau, des leaders d'opinion qui, eux aussi, deviennent des personnages importants dans ces structures-là. Donc, ça, là, ce modèle-là, Facebook, il adore ça. Pourquoi? Parce que on l'a vu à travers, là, il y a une tireuse d'alerte qui est arrivée de Facebook, qui est une ancienne ingénieure. Ouais. Elle, ce qu'elle dit, c'est Facebook a changé son modèle d'affaires. Maintenant, ce qui est valorisé, c'est les interactions sociales. Donc, Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Donc, quand vous créez comme ça quelqu'un qui parle et que là, il y a des centaines de personnes qui viennent de commenter, la vidéo s'en va en haut du fil. C'est la chose la plus importante que veut Facebook. Donc, ça génère ça et ça favorise aussi une forme de polarisation parce que plus on a un discours qui est élevé, plus c'est populaire. Donc, est-ce que ça va arrêter? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Mais ce qui se passe là actuellement, la crise de la COVID s'est estompée. Donc, ils sont un petit peu retournés chacun dans leur terre, puis il n'y a plus de... Il y a plus de... La sauce liante, là, elle est en train de disparaître tranquillement. On a vu là, qu'avec l'Ukraine, plusieurs se sont positionnés en faveur de la Russie et tout ça, mais ça a généré des tensions dans ces groupes-là, parce qu'à un moment donné, quand tu étais dans la rue à Ottawa en train de défendre la liberté et crier contre la tyrannie, et que tu vois du monde se faire bombarder tu peux pas défendre l'indéfendable. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec les médias sociaux, parce que dans la salle de rédaction, les émissions, on a tous des pages Facebook, puis on met des informations, on pose des questions au public. Et sur ces sujets-là, la COVID, le convoi, c'est incroyable la quantité d'interventions. Et même si on se dit, moi j'anime une émission d'économie, je pose des questions d'économie, puis on va avoir des gens intéressés à l'économie, la quantité de gens complotistes, en guillemets, ou en tout cas qui interviennent, c'est incroyable. Alors, si on veut une question où il y a beaucoup de gens qui vont répondre, généralement, ces sujets-là sont extrêmement polarisants et on les retrouve sur tous nos réseaux sociaux. Puis c'est aussi des fois des gens qui n'existent pas. Là. C'est des gens, c'est des trolls, c'est des gens qui ont 50 identités puis qui décident de... Tristan, en terminant, il y a des gens qui reprochent aux médias traditionnels d'alimenter les mouvements conspirationnistes et finalement de leur donner une crédibilité ou une légitimité en parlant d'eux. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, c'est le reproche qui m'était fait beaucoup au début quand j'ai commencé à couvrir ça. Les lecteurs systématiquement disaient pourquoi vous leur mettez ce projecteur-là. Mais il faut vraiment comprendre que ils n'ont pas besoin de nous pour se faire pour devenir extrêmement populaires. Alexis Cossette-Trudel, à un moment donné, il y avait 500 000 visionnements sur chacune de ses vidéos. On n'en parlait pas, lui.
les réseaux sociaux leur permettent de contourner complètement ce qu'on fait. Et moi, je pense que la seule façon, mon rôle de journaliste, le seul apport que je peux faire, c'est de les exposer et de faire en sorte que les propos qu'ils tiennent, ils deviennent publics et ineffaçables. Souvent, quand ils disent des niaiseries qui se défendent, ils font disparaître les vidéos après. Mais moi, ça me fait plaisir quand j'ai réussi à les capter, puis à en parler, puis de montrer qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Tristan, le livre est super intéressant. Merci. Faire ses recherches. Merci d'avoir été là. Merci. Après la pause, Christian Leblanc.